La probabilité pour que je réussisse était quand même très très faible. Quand je suis arrivé à 4 ans et demi, je ne savais même pas parler la langue française. Sachant que je me suis retrouvé en maternelle, j'avais pas d'amis de 4 ans à 7 ans à cause de la barrière linguistique. Nouveau pays, nouvel environnement, tout était différent. Pas la même chaleur, pas le même accueil, pas la famille autour de moi. J'ai travaillé 3 ans chez Lamborghini. J'étais commercial grâce à mes compétences linguistiques. Je parle très bien anglais, je parle arabe littéraire, donc grâce aux Libanais, et un petit peu d'espagnol. Les 3 volets de mon métier: 1, la fiscalité; 2, les finances; et 3, l'immobilier. Plus de 40 000 investissements sur toute la France à proposer à mes clients. Plus de 4 600 immeubles, plus de 150 partenaires immobiliers, de sorte à faire du sur-mesure et de proposer un bien qui correspond totalement à la situation du client et ses besoins. Bonjour Fadi. Bonjour Mickaël. Je suis ravi de t'accueillir au sein de mon podcast. Merci de m'avoir invité, je suis aussi ravi. Eh ben c'est parfait. La première question que je pose habituellement, et donc je vais te la poser aussi, c'est de savoir, voilà, présente-toi en quelques minutes pour qu'on sache un petit peu qui est Fadi Zakaria. Fadi Zakaria, conseiller en gestion de patrimoine depuis maintenant 10 ans que j'exerce ce beau métier auquel je suis totalement passionné. Voilà, mon métier consiste à apporter du conseil pour les gens qui payent trop d'impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. Ok. Je pense que je suis dans un beau pays où les gens sont soucieux aujourd'hui de payer beaucoup d'impôts. Ensuite, je suis courtier en placement financier. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en banque, pour avoir accès à de la banque privée, c'est minimum 100 000 euros. Aujourd'hui, la gestion de patrimoine ou la gestion de fortune est totalement démocratisée et on donne accès à des contrats à partir de 1 000 euros. Et pour autant, vous avez des supports qui souvent sont beaucoup plus qualitatifs que les supports qu'il y a en banque, parce qu'en banque, ils vont proposer les sociétés de gestion qu'il y a en interne. Et chez moi, on est en architecture ouverte, donc on va aller sélectionner les meilleures sociétés de gestion au monde. J'ai une 3e casquette pour mon métier, parce que c'est un métier qui est très très vaste. Ouais. Je suis conseiller en immobilier. D'accord. Voilà, sur tous les aspects de l'immobilier, investir sous forme de SCI, en LMNP, au réel, en droit commun. Aujourd'hui, il y a plusieurs statuts quand on veut investir dans l'immobilier. Et je donne aussi des conseils sur où investir, comment investir, bien réussir son investissement, sans toute cette prise de tête pour un monsieur, madame, tout le monde, qui parfois ils ne savent même pas par où commencer, c'est le néant. Qu'est-ce que je dois acheter dans le neuf, dans l'ancien? Il y a des lois qui passent, la loi climat en l'occurrence, avec l'obligation de faire des travaux pour tous les appartements qui consomment beaucoup d'énergie, avec des DPE assez négatifs. Ensuite, je vais aller leur sélectionner un bien. J'ai plus de 40 000 investissements sur toute la France à proposer à mes clients. Plus de 4 600 immeubles à proposer et plus de 150 partenaires immobiliers, de sorte à faire du sur-mesure et de proposer un bien qui correspond totalement à la situation du client et ses besoins. Voilà. Donc voilà les 3 volets de mon métier: 1, la fiscalité; 2, les finances; et 3, l'immobilier. Voilà, pour faire. Génial, merci pour cette présentation efficace qui nous permet de mieux savoir un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet de ces 3 activités que tu viens de nous présenter, ce que je te propose, c'est de nous raconter un petit peu d'où tu viens pour comprendre un petit peu le cheminement que tu as fait pour en arriver jusqu'à ces 3 métiers que tu fais aujourd'hui. Et je crois que tu as grandi autour de Joinville-le-Pont, c'est ça? Exactement, pas loin de chez toi du coup. Ouais. Dans le même bâtiment. Dans le même bâtiment, voilà, pour rentrer dans le détail. Il y a eu pas mal de success stories sur cet immeuble. Il y a peut-être une petite étoile au-dessus de cet immeuble, parce qu'il y a quand même des belles carrières, des gens qui ont réussi. Et c'est peut-être cette émulation positive, en se regardant les uns les autres, passer, qui nous ont peut-être entraînés à vouloir réussir et pas aller dans le mauvais chemin, mais plutôt dans le droit chemin. Donc voilà, moi je suis arrivé en France, on peut dire que je suis l'homme aux 3 guerres, parce que je suis d'origine libanaise. Je suis arrivé en France en 90, j'ai eu une enfance assez difficile. Je partais de très très loin. La probabilité pour que je réussisse était quand même très très faible. Étant totalement inconscient à cette probabilité, c'était pas une fatalité que je ne réussisse pas. Parce que quand je suis arrivé à 4 ans et demi, je ne savais même pas parler la langue française. D'accord. Sachant que je me suis retrouvé en maternelle, j'avais pas d'amis de 4 ans à 7 ans à cause de la barrière linguistique. D'accord.
Et du coup, c'était une enfance très difficile. Pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité du Liban, là, il y a une troisième guerre qui a explosé et j'étais sur place, donc le 15 septembre. Jamais 203 parce que j'ai vécu celle de 2006, j'ai vécu celle de 86 jusqu'à 90. Et c'est pour ça que je dis toujours, je suis l'homme aux trois guerres et je m'étais toujours dit qu'il allait y avoir une troisième guerre où j'allais être sur place au Liban et c'est arrivé. Mais moi, j'espère que ce sera la dernière. Et donc je reviens, je refais un petit flashback sur mon enfance. Donc je suis arrivé à 4 ans, on m'a arraché de ma famille parce qu'il y avait toute ma famille qui était autour de moi au Liban et j'étais le premier garçon de la famille. D'accord. Donc on me chouchoutait énormément. Il n'y avait qu'une seule langue, on parlait tous le libanais. À 4 ans et demi, je parlais que ma langue natale. Et j'arrive en France, 4 ans et demi, un nouveau pays, nouvel environnement, tout était différent. Pas la même chaleur, pas le même accueil, il n'y a pas la famille autour de moi. Mes parents, ils ont atterri à Barbès. Déjà, on était dans un studio, il y a des fuites d'eau et tout. Enfin, c'est mes parents qui me racontent. Moi, je me rappelle pas vraiment pour pas faire un petit peu les discours émouvants. Et puis voilà, je me rappelle par contre de Joinville-le-Pont quand j'ai atterri en maternelle. Je me rappelais souvent être dans des coins tout seul, solitaire. Voilà, de mes 4 à mes 7 ans. Et mon premier pote que tu connais, c'était Issif Soumaoro. Issif Soumaoro, ok. Qui est devenu basketteur professionnel. Tout à fait. Et qui a joué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc aussi une très belle réussite. Dans un autre bâtiment, pour le coup. Dans un autre bâtiment, Comme mais quoi. le bâtiment juste en face. C'est ça. Voilà. Donc on n'avait pas d'excuses aujourd'hui. Il fallait juste un petit peu avoir ce mindset de réussir sans aller dans le mauvais chemin. Et voilà, c'était mon premier pote. Et après, la vie a suivi son cours. Et puis, j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui. Et tu te souviens justement comment tu as réussi à te faire pote avec lui? Parce que tu parlais pas, que t'es dans ton coin. Est-ce que tu t'es mis à parler? Est-ce que tu t'en souviens déjà? Au début, j'ai pas parlé. On s'est bagarré. D'accord. Voilà, ça a commencé par une bagarre. Et quand on dit qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix, et après on est devenus les meilleurs potes. D'accord. Et depuis ce jour, je l'ai vu encore hier soir. Voilà. Ok. On est partis manger ensemble. Ok, avec trop bien. des amis d'enfance. Et trop bien. je reste en contact avec lui. Et, Alors, Issif est un basketteur donc professionnel. Comme il est très grand, j'ai envie de savoir qui a gagné quand même pour que sans cette bagarre. Blague à part, non, je déconne. Franchement, obligé de répondre. Franchement, et tu dois connaître les gens en plus qui ont été médiateurs de cette bagarre, qui est la famille Fofana, qui ont séparé. Ok. Et ils ont séparé, il n'y a pas vraiment eu de vainqueur, mais ça a juste un petit peu. Bien sûr. On Comme s'est on dit, peut avoir quand on est enfant. Voilà, on s'est chamaillé, oui, j'étais sûr. en CE1. On s'était Ouais. pris la tête et après on nous avait séparés. On est devenus les meilleurs amis du monde depuis jour. Depuis jour, je me rappelle plus m'être battu avec lui et après c'est une vraie crème ce garçon. Donc, Ouais, c'est clair. Ici, c'est une vraie crème si tu nous entends. On a une pensée pour toi en même temps. Exactement. Donc Et- voilà un petit peu mon parcours. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les études, j'imagine, peut-être pour en arriver là où t'es arrivé, ou t'as fait autrement? Alors Raconte-nous les un études, petit moi j'étais un enfant hyper actif. peu. Ok. J'arrivais pas à tenir derrière une table. D'ailleurs là, je prends énormément sur moi. Non, j'ai pu évoluer dans le temps, mais j'avais besoin d'activité. Ok. Très speed. Ok. Voilà. J'ai jamais été mauvais en cours. J'avais un certain potentiel, un talent, on va dire un talent gâché un petit peu. Je vais pas dire comme Ben Arfa, mais j'ai jamais étudié. J'ai jamais vraiment étudié et je me suis toujours trouvé avec 12-13 de moyenne générale. D'accord. Donc, des Sans- facilités, en fait. J'avais des facilités. Ok. J'avais des facilités, en l'occurrence, beaucoup en mathématiques aussi. Voilà, quand j'avais fait, je me rappelle, je saute un peu des étapes de mon parcours scolaire, mais quand j'étais en BTS Banque, j'étais en école privée ATR de Chardin. D'accord. D'ailleurs, c'est vraiment l'école qui m'a mis en difficulté. Parce que j'ai toujours été 12-13 sans forcer, et là, le niveau était très élevé. C'est comme si un footballeur de national se retrouvait en Ligue 1, il s'en sort pas, Ouais. parce qu'il se rend compte que c'est pas le même niveau. Oui, bien sûr. Et là, c'est la première année où je me mets à travailler, je me retrouve avec 9 de moyenne. Je me suis dit, bon, Ah ouais. là, le niveau, c'est pas du tout le même. D'accord. Après, c'était une école privée, très élitiste, 100% de réussite. Dès que t'as pas la moyenne, ils te mettent un petit peu la pression, etc. Et il s'avère qu'en mathématiques, le seul qui a eu bon au calcul des intérêts dans toute la classe, c'était moi. Donc là, je me suis dit, bon, T'as peut-être un signe. des prédispositions. Voilà, c'est peut-être un signe. Pour le crédit. Voilà, dans quelle voie m'orienter, les finances, tout ce qui est chiffres. Tout ce qui est chiffres, j'avais beaucoup de facilité. Ouais. Français, un peu moins de facilité. Heureusement qu'il y a ChatGPT aujourd'hui. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Bah, il est pas avec nous, tu te débrouilles très bien. Hein, c'est la Voilà, preuve que. on a fait. il y a beaucoup de travail depuis. Non, surtout Ok. à l'écrit, pas Ok. en termes de niveau verbal, j'ai toujours eu aussi des facilités Ok. à m'exprimer. Ok. Mais c'est surtout à À l'écrit, où c'est et, plus délicat.
se relire. Bon, des fois, c'est un peu, mais il faut le faire, c'est important. Ok. Faut le faire, c'est important. Et après ce BTS, alors raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Après ce BTS, j'ai suivi beaucoup de formations pour avoir Ok. les habilitations. Alors après le BTS, j'ai eu une opportunité d'emploi. J'ai travaillé 3 ans chez Lamborghini. Je pense que tu t'en rappelles. Ouais, très bien. Voilà, donc j'étais commercial grâce à mes compétences linguistiques. Je parle très bien anglais, je parle arabe littéraire, donc grâce aux Libanais, et un petit peu d'espagnol. Et donc attends, ça veut dire qu'après ton BTS, t'as fait directement ce job, c'est ça? J'ai fait directement ce job. Après, j'ai passé des équivalences pour avoir mon master en finance et en fiscalité, mais c'était des équivalences sur un an. C'était un peu condensé. D'accord. Mais après le BTS banque, j'ai basculé directement chez Lamborghini pendant 3 ans. Donc j'étais commercial sur l'avenue de la Grande Armée. D'accord. Et c'était de l'alternance ou c'était un vrai job? Non, j'étais en CDI. Ah, c'était un CDI, Ouais, ok. j'étais en Et t'avais CDI. quel âge là? Et 18 ans? 19 ans? J'avais 22, 23. 22, 23, Quand je ouais. sortais mon Ok. BTS. Après, attention, j'avais redoublé mon CE1 Ok. par rapport à Bien sûr. mes lacunes. Lacune, J'ai ouais. pas eu mon bac, donc je l'ai repassé, je l'ai eu. Ok, Le bac STG, comptabilité et finance des entreprises. d'accord. Donc j'avais 2 années de retard. Et par la suite, j'ai eu mon premier job à 23 ans chez Lamborghini, Ok, de 23 à 26. ok. Donc j'étais attaché commercial. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de célébrités. On va pas citer leurs noms pour garder le secret professionnel. Et Wow, ça devait être une expérience incroyable, non? bah, Passer de l'école à Lamborghini, enfin c'est quand même. je dirais de Barbus à Lamborghini. Oui. Déjà, c'est quand même un sacré. Barbus qui est le HLM où on a grandi pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui nous Exactement, écoutent. c'est la rue où on a Henri grandi. Barbus, ouais, c'est ça. Et là, on passe, Waouh. j'ai envie de dire, Dans 2 mondes différents presque, non? complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. On est dans la vie strass et des paillettes, la vie dorée où les gens sont parfois décorrélés de la réalité. C'est que des gens fortunés. Mhm. J'étais dans une bulle dans ce métier. Ok, J'étais dans une bulle. Après, c'était très agréable parce que moi, je suis passionné de Lamborghini. ok. Mais après, on revenait à la réalité, quoi. Ouais, bien sûr. Je reprenais les RER A, Ouais. je redescendais. Oui, Mais tu rentrais pas en Lamborghini, quoi. Des fois, je rentrais en Lamborghini. Ah non, des fois. J'en ai fait Ok. profiter certains potes. Ok. Voilà. Donc, je passais les voir en Lamborghini à leur travail. Ils se disaient, mais waouh, Ouais, c'est incroyable. c'était impressionnant. Très, très belle expérience. Mais pour rouler en Lamborghini, il faut pas travailler chez Lamborghini. Pourquoi? Parce qu'on est assez bridé en termes de commission. Qu'il y a des anciens qui sont en place depuis des années et des années. Et c'est un cercle très fermé. Ah, ok. Du coup, le monsieur qui est directeur des ventes ou autre, qui date depuis 20 ans, les clients ils vont venir voir lui et pas le jeune. Et D'accord. dans ces métiers-là, ce qui fait les revenus, c'est le variable, c'est les commissions. Donc si on fait pas de vente, on a un salaire qui est assez réduit. Donc pour rouler en Lamborghini, je l'ai compris très rapidement. Il faut en partir. Faut pas travailler chez Lamborghini et c'est pour ça que j'ai décidé Ok. de basculer et je me suis lancé dans mon métier en 2015. Alors, juste avant d'arriver à ton métier, je pense que c'est une question intéressante pour Lamborghini. T'arrives chez eux, donc tu sors de Henri Barbus, pour refaire le lien. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vis? Raconte-nous un petit peu cette partie-là où tu dois t'adapter en fait à un nouveau monde. Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? En fait, moi, je suis un peu l'American Spirit. Donc, j'ai beaucoup discuté avec ces clients chez Lamborghini pour m'inspirer un peu de leur parcours. D'accord. Voilà, moi, j'étais plus en mode éponge comme un enfant de 3 ans qui absorbait les différentes expériences. Et je me suis rendu compte que dans ce monde, pour évoluer très rapidement, il faut prendre un gros risque qui est le risque de l'entrepreneuriat. Ok. Voilà, parce que majoritairement, 90% des clients, c'est des chefs d'entreprise. 90% c'était les chefs d'entreprise. C'est des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise. Ok. 90% des clients. Waouh. Voilà. Et c'est des gens qui bossaient énormément. Voilà. Il y a pas de. Il y a une petite minorité d'héritiers. Voilà. Des chefs, des fils de chefs de gouvernement d'État, etc., que j'ai côtoyés. Ok. Mais c'est une minorité. La majorité, c'est le travail. C'est des gens qui bossent énormément, qui sont passionnés par leur métier. Et qu'à un moment donné, la Lamborghini, c'est juste le petit jouet qu'on se paye. Comme un enfant de 5 ans qui se paye un jouet à 10 euros, après tout est relatif, il va se payer une Lamborghini à 200, 300, 400 000 euros. Quoi. Et je me suis beaucoup... moi, j'écoute beaucoup et j'étais pas envieux, mais j'étais admiratif sur leur parcours. Ouais. Et j'écoutais beaucoup ce qu'ils faisaient. Et après, après, faut prendre du recul. Faut prendre du recul. Je conduisais les Lamborghini et je rentrais chez moi et j'allais au gymnase après jouer au foot avec monsieur, madame, tout le monde, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, faut prendre du recul. Parce que si on prend pas du recul, on pète un plomb. Bien sûr.
Voilà. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai une vie de, voilà. Oui, on peut devenir jaloux, on peut dire que c'est injuste. J'ai une vie de, voilà. Alors que je côtoie des personnes qui gagnent beaucoup. J'étais très heureux. J'étais très heureux là où j'étais parce que je savais que un commercial chez Lamborghini sur toute la région parisienne, sur toute l'Île-de-France, il n'y en avait qu'un seul, c'était moi. Donc, pour moi, c'était une certaine forme de privilège, d'exclusivité. Bien sûr. Donc j'étais content d'être là où j'étais. Et puis je m'inspirais pour un jour pouvoir avoir la capacité financière de me payer une Lamborghini, mais c'est pas pour autant que je vais me la payer, parce que déjà elle rentre pas dans mon garage. Moi j'ai une petite rampe qui est assez effectivement compliquée. Je la vois la rampe. Ouais. Ça peut toucher le bas de caisse. Ouais. Ensuite, ma femme trouve que c'est inconfortable. Donc voilà, je pourrais peut-être m'orienter sur le 4x4 Lamborghini un jour, mais d'avoir la capacité financière de se payer une Lamborghini, et pour autant peut-être pas se la payer un jour. Voilà. Mais moi je sais que je peux. Ce serait c'est un objectif atteint, une certaine fierté. Et ça s'arrête là. Voilà. Est-ce que chez Lamborghini, t'as commis des erreurs peut-être qui t'ont appris des choses pour la suite de ton parcours en tant que commercial chez eux? Alors, pour savoir, chez Lamborghini, en 3 ans, j'ai eu 0 absence. C'est ce qu'on appelle travailler avec amour. J'y allais, comme quand j'allais au foot, j'étais rarement absent. Je pense que tu étais premier témoin. Je pourrais même témoigner que tu étais là avant. Voilà, j'étais là avant le début de la séance. Et je partais après, donc j'aimais ce que je faisais. J'étais vraiment passionné par mon métier. Et des erreurs chez Lamborghini, peut-être quand j'écrivais des mails, les fautes d'orthographe, voilà, les détails auxquels aujourd'hui le français il prête attention. Bien sûr. Donc voilà, j'évoluais par rapport à comment écrire des mails. Voilà, c'était mon nouveau job directement. Bah oui, bien sûr. Entre parents un petit peu au sommet de l'automobile de luxe. La prestance, ma manière de m'habiller, à sortir ses chaussettes à la couleur de son costume, des petits détails, mais c'est des petits détails qui comptent dans ce monde luxueux. Et les gens y prêtent attention. Voilà. Donc c'est des petites erreurs. C'est pas des erreurs majeures. Des fois, il y a des erreurs qui pardonnent pas, mais c'était des petites erreurs qui m'ont permis d'évoluer dans. C'était des erreurs de code en fait, si je comprends bien. C'est des erreurs de code, de différence, de savoir-être. De savoir-être, Savoir-être. Cette éducation qu'on n'a peut-être pas eue. Voilà. Qui est important au quotidien. Le savoir-être, le savoir-vivre. Aussi. Au-delà du professionnalisme, parce qu'il y a le métier qu'on exerce, on peut exceller. Bien sûr. Après, il y a le savoir-être et le savoir-vivre. Tout à fait. Et ça, c'est au quotidien, c'est très important aussi. C'est comme ça qu'on est vraiment apprécié en tant que Fadi Zakaria et non pas en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Tout à fait, en tant que personne. Voilà. Exactement. Et comment ça se termine alors cette aventure chez Lamborghini? Chez Lamborghini, tu pars avec une Lambo ou pas? Non, je pars pas avec une Lamborghini. Il faut savoir que le patron de Lamborghini, qui avait la marque, parce que c'était une sorte de franchise. D'accord. Il reçoit des annexes de travaux de remettre aux normes. Comme aujourd'hui, je sais pas si tu remarques les McDonald's. Ouais. Parfois, ils refont des travaux. C'est obligatoire. C'est des annexes qu'ils reçoivent avec des travaux obligatoires et il faut avoir le budget. D'accord. Et Lamborghini, après plusieurs années, ils ont envoyé ces annexes. Ils disent, j'ai plus envie d'investir de l'argent, surtout qu'à un moment donné, il y a eu une crise, 2009-2010. Donc, on vendait moins de voitures que prévu. Ils voulaient pas réinjecter. Et quand tu n'acceptes pas cette annexe-là, qui part du siège, le panneau est réattribué à un autre distributeur. Voilà. Et ça a été, je crois, réattribué à on va pas citer le nom, mais à un autre distributeur. On m'a proposé un autre poste parce que mon ancien patron détenait 5 marques: Skoda, Volkswagen, Audi, Seat et Lamborghini. D'accord. Donc il a voulu se détacher de Lamborghini. Aujourd'hui, que le patron dont je parle, qui est décédé, que son âme repose en paix, il m'a proposé un poste chez Volkswagen. D'accord. Mais j'ai refusé et puis j'ai voulu rejoindre la voie qui m'était destinée, qui sont les chiffres et les finances. Voilà, là où j'avais eu donc là j'avais eu je voulais me spécialiser là-dedans. Et justement c'est intéressant parce que j'ai la sensation que tu sais assez tôt finalement quelle est ta voie, et aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur comment trouver ma voie, et ça peut être intéressant que tu nous partages comment tu as fait pour trouver la tienne finalement, pour être sûr, ou en tout cas avoir des bons indices que c'était cette voie-là qu'il fallait prendre au moment où Lamborghini ça se termine. Alors, c'est quoi les signaux pour toi? Pour bien connaître sa voie, moi je dirais déjà dans un premier temps, c'est bien se connaître soi-même. Comment bien se connaître soi-même? C'est savoir déjà ce qu'on veut, ce qu'on cherche, les objectifs et son état d'esprit.
il y a des gens qui, toute leur vie, ils sont faits pour être dirigés. Il y a des gens qui sont faits toute leur vie pour diriger. Moi, je suis de signe astrologique Scorpion. Je vais pas dire que je suis malade du contrôle, je suis très caractériel. J'ai ma personnalité. Et à chaque fois que mon directeur de vente chez Lamborghini me donnait un ordre ou autre, ça me dérangeait. C'était le bon ordre, mais ça me dérangeait. Tu veux dire que c'est peut-être la manière dont ça avait été fait, ou même pas? J'étais pas fait pour être dirigé. Ok. Tu penses que c'était lié à toi, en fait? C'est moi, c'est mon état d'esprit. D'accord. C'est-à-dire que j'apprends de mes erreurs, même si parfois, de diriger, on fait plus d'erreurs parce qu'on n'a pas l'expérience du manager qui est au-dessus de nous. Moi, j'ai fait 3 ans d'expérience avec un manager au-dessus de moi, puis j'ai travaillé avant aussi 2 ans à la Société Générale en stagiaire. Bien sûr. Puis j'ai travaillé au McDo de Joinville. Je pense que ouais, je me rappelle. tu t'en rappelles. Tout me dérangeait en fait. J'étais pas fait pour être dirigé. Voilà. Donc j'ai voulu prendre mon envol très 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 rapidement dans l'entrepreneuriat. Et plus tôt je me lance, plus tôt j'ai de l'expérience. Parce que si on se lance à 50 ans, pour avoir mon expérience aujourd'hui de 10 ans d'entrepreneuriat, je les aurai à 60 ans. Si je commence à 25, à 40 ans j'ai 15 ans d'expérience. J'ai rien à envier à un mec qui a commencé à entreprendre à 45 ans. Bien sûr. Et je gagne du temps. Et les gens, parfois, ils ont peur de se lancer, ils ont peur de faire des erreurs, mais les erreurs, c'est ce qui permet d'apprendre dans la vie. On tombe, on se relève, on continue, on avance. Ça fait partie de la vie. Plus on en fait au début, mieux c'est, comme ça on les reproduit pas. Après, il ne faut pas faire des erreurs toute sa vie parce qu'on devient incompétent, mais c'est ce qui permet de réduire la marge d'erreur qu'on va avoir dans le temps. Voilà. Et donc, par rapport à mon état d'esprit, je me suis dit, je suis fait pour faire... pour faire de l'entrepreneuriat, pour diriger ou me diriger moi-même, parce qu'aujourd'hui je suis indépendant, j'ai juste une assistante dans mon travail. Pourquoi pas un jour aussi se staffer et recruter. Là j'ai lancé mon cabinet il y a 2 ans, donc step by step, j'aime pas aussi non plus me brûler les ailes. On va en reparler après. Voilà. Et puis voilà, l'état d'esprit et savoir là où on est bon. Ah ok, parce que justement j'allais te relancer. Là on excelle. Pour l'instant j'avais comme élément de réponse qui permettait vraiment d'enrichir la question, c'était 1, bien se connaître soi, et 2, finalement, c'est ce que tu viens de dire. Savoir là où on est bon. Savoir là où on est bon, ok. Et comment t'as su, toi? J'aime bien les maths. C'était juste ça, en fait, ta référence, à ce moment-là. Les maths, et pour moi, la fiscalité, les finances, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, qui me donnait envie d'apprendre, parce que c'est tellement compliqué en France, et je me suis dit... pourquoi pas apprendre la fiscalité, la finance en France, simplifier ces discours-là qui pour moi étaient très compliqués. Donc je suis parti, j'avais pas toutes ces capacités-là, toutes ces compétences, pour les simplifier à des clients, monsieur, madame, tout le monde, et leur expliquer un peu comment ça fonctionne. Et les aider à leur créer du patrimoine et à progresser. Et des gens aussi qui parfois ont le même parcours que moi, c'est qui partent de zéro. Bien sûr. Pour arriver à atteindre leurs objectifs. Ok. Ce qui est intéressant dans ce que tu me partages, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une troisième notion que tu as exprimée sans exprimer. C'est la partie de être bon là où il y a finalement un besoin ou une difficulté pour les autres. Est-ce que c'est ça ou... C'est exactement ça. Moi, ça, ce qu'on appelle l'éducation financière. Je ne sais pas si tu as lu le livre Père riche, Père pauvre. Oui. Et ce livre-là, il t'explique un petit peu 2 visions. Le côté humain, du papa qui transmet les valeurs humaines, etc. Et le papa qui te transmet une éducation financière, le capitalisme, etc. Et j'ai voulu associer les deux pour apporter cette aide-là aux clients. Et pour apporter cette aide-là, il faut apprendre et apprendre. Voilà, pour exceller dans son domaine, même si je continue à apprendre. Je continue aussi à faire des erreurs, sauf que ma marge d'erreur se réduit à fur et à mesure de mon expérience, de mon savoir et de mes aptitudes. Et surtout qu'aujourd'hui, en plus, la loi de finances en France, elle change. Tous les ans. Bien sûr. Donc tu dois rester éveillé pour... aviser, à s'adapter à chaque fois sur les dernières lois, les dernières informations qu'on peut avoir pour les transmettre à mes clients et aux gens qui font partie aujourd'hui de mon portefeuille. Voilà. Donc effectivement, il y a bien se connaître soi-même, numéro 1. Bien connaître là où on a des facilités, là où on est bon. Et de 3, avoir ce côté partage. Parce que le côté partage, moi, c'est ce qui me motive, en fait, au quotidien. Parce que, j'ai cet état d'esprit, je veux diriger. Mais ça, je ne vais pas dire que c'est un peu égoïste, j'ai fait mon auto-analyse et je ne suis pas fait pour être dirigé. Ok, ça, c'est très bien. Pour l'instant, j'ai apporté de l'aide à personne. Deuxièmement, c'est, j'ai des facilités dans les chiffres.
Bon, ça s'est prouvé en BTS Banque. J'étais le seul à avoir bon. Je me dis bon, bah, je vais aller dans cette voie-là. Fiscalité, c'est que des chiffres. Finance, c'est que des chiffres. Et l'immobilier, j'aime beaucoup aussi. Et ça reste des chiffres aussi parce que c'est du rendement, c'est de la rentabilité. En l'occurrence pour de l'investissement locatif. Et numéro 3, c'est le partage. Et ça, c'est ma source de motivation. C'est pourquoi je me lève tous les matins. C'est partager avec ma famille, partager avec mes clients et partager avec les gens que j'aime. Et quand ces 3 facteurs-là sont réunis, et on a le mental, bah, the sky is the limit, quoi. Voilà. Ok, super. Peut-être ce qui peut être intéressant à creuser, c'est tu nous parles beaucoup de mental, de mindset, et finalement tu viens de nous donner les 3 peut-être clés pour toi en tout cas, qui t'ont permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on mette un peu la lumière sur qu'est-ce que tu mets derrière le mental, et finalement comment tu as construit le tien, parce que j'ai des souvenirs qu'avant même que tu rentres chez Lamborghini, tu étais déjà très musclé. Parce que tu avais justement beaucoup travaillé la musculation. Et pour en arriver là où tu étais arrivé sur la musculation, il fallait déjà avoir le mental. Et donc ma question c'est 1, c'est quoi le mental pour toi? Et 2, comment tu as fait pour développer le tien à hauteur de ce qu'il est aujourd'hui et pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, je vais appliquer un peu la règle des 33%. J'aime beaucoup cette règle. Après, c'est une image. Faut pas prendre ça au pied de la lettre. Pour moi, le mental se construit déjà à travers, tout d'abord, l'éducation des parents. Okay. C'est la première chose qu'on nous inculque, c'est les parents. Bien sûr. La première chose que tu vois dans ta vie, c'est ta maman, c'est ton père. Donc déjà, ça commence à partir de là. Ensuite, 33% pour moi, il y a l'éducation. 33%, il y a tes gènes. Toi, ta personnalité. Okay. Ça, c'est ce que tes parents aujourd'hui ils ont créé aujourd'hui, Michael, ils ont créé Fadi, donc il y a 33% d'algorithmes où c'est un petit peu subjectif, mais tu l'as en toi. D'accord. Et il y a 33% tes fréquentations. Ok. Ton entourage. Et tout ça, mon père tout le temps, il me répétait une phrase, si tu veux aller au sommet de la montagne, il faut que tu puisses parcourir et te sacrifier pour arriver au sommet. Sinon, tu restes au pied de la montagne. Et tu n'auras jamais la belle vue au sommet de la montagne. Et pour passer en bas de la montagne au sommet de la montagne, il y a tout un parcours. Bien sûr. C'est ce sacrifice-là qui est important, qui te crée ton mindset. Parce qu'arriver au sommet, t'es content, c'est la finalité. Mais c'est le parcours qui est important. Parce que les gens, parfois, ils voient que il a réussi, il roule dans une belle voiture. Ça, c'est le sommet de la montagne. Mais il faut se renseigner sur ce qu'il a fait avant d'arriver à ce sommet. Quel prix il a payé. Quel prix il a payé. Et tout ce parcours-là, c'est ce qui va forger ton mental. Après, autour du mental, il y a plein d'aspects. Il y a la répétition, il y a le travail, il y a la persévérance. Il y a ne pas être impacté par l'échec, mais le prendre, comme disait Nelson Mandela, on gagne ou on apprend. On parle beaucoup d'échecs, d'erreurs. Mais moi, je vais plus parler d'expérience. C'est de l'expérience. Et c'est tout ça. Après, le côté physique, pour moi, l'apparence, c'est important parce que c'est ce qui peut... La seule chose aujourd'hui qui reflète ton état d'esprit, ton âme, c'est ton physique. Les gens ne peuvent pas rentrer dans toi. Donc déjà, qu'on fasse attention à son physique, à sa nutrition, à son hygiène de vie, qu'on s'entretienne, c'est pour montrer qu'on est aussi carré sur le physique que sur son état d'esprit ou sa manière d'être, ou sa manière de travailler. Voilà. Okay. Après, il ne faut pas que ce soit non plus généralisé, mais c'est une manière de pouvoir tout simplement montrer aux gens qu'il y a du travail, il y a de la discipline, il y a de la constance, il y a de la répétition. Et voilà. Okay. C'est pas que esthétique. Après, ça m'apporte un certain bien-être aussi. J'aime ça, le sport. Voilà. Oui, puis je pense que ça te permet aussi de rester assis dans des interviews. C'est comme tu t'es bien dépensé avant. L'énergie a été. Et puis je travaille derrière un bureau, donc moi, il me faut mon heure de sport au quotidien. Quoi. C'est ce que tu fais maintenant, aujourd'hui? Une heure de sport quotidien. Une heure et demie au quotidien. Ouais. Ok. Et j'ai le privilège d'avoir ma salle de sport à la maison, donc. Ok. Ça, c'est plutôt une chance. Ouais, carrément. Bravo à toi. Et en sport, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Jusqu'à 2 ans, je faisais beaucoup de foot. Voilà. Et je me suis fait les ligaments croisés. D'accord. J'ai dû me reconvertir. Donc là, je fais beaucoup de vélo de route. Okay. Voilà, je vais au polygone de Vincennes et puis je tourne. Ça me fait énormément de bien. Et puis toujours un peu de crossfit. Voilà. Et je me suis mis, après, je ne considère pas ça vraiment comme du sport, même si on dit que c'est le sport le plus difficile. Je me suis mis au golf il y a 1 an et demi. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique.
Et le golf, ça a un impact pour les affaires ou c'est un mythe finalement? Contrairement à ce qu'on pense, c'est un mythe. C'est un mythe, ouais. Voilà. À part si on veut aller vraiment faire que du business et du coup là on fait pas du golf. Mais moi je voulais juste faire du golf, pas faire du business. Voilà. Parce que si je vais au golf, c'est pour me changer les idées. Ok. Et c'est pour ne pas faire du business. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Et c'est pas mal, c'est sympathique. Ouais, c'est sympathique. Ouais. C'est sympa. Et peut-être le dernier lien qui serait intéressant à faire par rapport au mindset et au golf, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs à faire ou est-ce que on considère que c'est pas vraiment Alors, le sujet? Le golf, c'est un sport qui nécessite beaucoup de concentration. D'accord. Et beaucoup de remise en question. Ok. Parce que si tu foires ta balle, c'est pas de la faute de ton coéquipier. Ah oui, parce que t'es Ou tout seul tu là. peux reprocher à ton coéquipier de foirer sa passe, elle était mal donnée, elle était pas vraiment dans ma course, etc. Là, le golf, c'est toi et toi. D'accord. Voilà. Donc, un gros travail de remise en question, beaucoup de concentration. Et il y a trop de facteurs qui rentrent en compte pour réussir sa balle, pour réussir son swing. Tu taperas sur Google, le sport le plus difficile au monde, c'est le golf. Eh ben, Voilà. pourtant c'est le moins impressionnant C'est le moins impressionnant. à regarder. Mais je veux c'est dire. très compliqué. Tu essaieras à l'occasion de taper dans une balle de golf. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fond, parce que j'ai déjà essayé. Effectivement, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'à regarder, ça va peut-être un peu moins impressionnant. Je préfère le foot à regarder. Personnellement, je regarde pas le golf. Mais il y en a qui regardent. Et après, ça peut être pas mal pour l'apprentissage, le côté théorique. Bien sûr. Mais je regarde que le foot. On peut pas tout regarder non plus. Sinon Non, plus de vie. c'est clair. Voilà. Pour revenir sur ton parcours, donc Lamborghini, qui se termine, tu sais que t'es fait pour l'entrepreneuriat. T'as peut-être été un petit peu inspiré finalement aussi par tes clients d'une certaine manière. T'as peut-être été un peu influencé indirectement. Et donc tu te lances et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu te dis quoi? Comment ça se passe avant de te lancer justement? Qu'est-ce que tu vis? Avant de me lancer, en fait, j'ai eu une petite période de réflexion. Ok. J'ai pris du recul pour vraiment savoir ce que je voulais faire. T'as demandé conseil ou t'es resté seul avec ça? En fait, j'ai eu un an où j'étais au chômage de janvier 2014 à janvier 2015. Voilà. Et j'ai pris du recul. J'ai aidé mon père au restaurant. Je travaillais avec mon père. Et c'était vraiment la petite période. Tu sais, il y a des gens qui prennent un an sabbatique. Une année sabbatique. Et moi, j'ai pas pris cette année sabbatique. Et j'ai continué à bosser avec mon père. Voilà, encore une fois, on a toujours été bosseurs dans la famille. Et sincèrement, on m'a proposé tellement de jobs, un petit peu de tout et n'importe quoi. Pendant cette année-là Pendant cette transition année-là, j'étais un petit peu à l'époque sur Pôle emploi, etc. Et j'avais beaucoup de propositions professionnelles et je voulais pas me lancer dans un truc. Moi, c'est un truc que je déteste, c'est perdre mon temps. Ok. Je voulais pas me lancer dans un truc. Je veux bien croire, oui, c'est bien d'essayer, mais bon, si tu essayes toute ta vie, à un moment donné. Ouais. Je comprends. Si tu essayes toute ta vie et tu foires à chaque fois tout, bon, ta vie elle est passée, à un moment donné, il faut choisir sa voie, il faut y aller, il faut prendre une décision. Aujourd'hui, ça, c'est une grosse problématique, c'est la prise de décision. Faire des choix. Les gens, des fois, ils peuvent rester face à leur Et s'y tenir. Et s'y tenir. Faire des choix et s'y tenir. Faire des choix, parfois, il y en a qui arrivent. Et quand on se trompe, prendre du recul, dire, bon, là, c'est peut-être pas la bonne voie, et il y a des gens, par fierté, non, je reste dans la même voie. Je persévère. Après, c'est bien de persévérer, mais il faut persévérer avec intelligence. Si c'est pas fait pour soi, c'est pas fait pour soi. Je vais pas me lancer dans le rap du jour au lendemain et je vais persévérer. Non, c'est pas fait pour moi. Donc, encore une fois, faire son autocritique, son auto-analyse, savoir là où on est vraiment bon. Et ça, faut prendre du recul. Et à partir de là, se lancer. Donc, moi, j'ai pris du recul. J'ai bien réfléchi. Et il y a un monsieur qui m'a appelé. Bonjour, on vous propose de faire gestionnaire de patrimoine au sein d'un groupement. Vous êtes totalement libre. Déjà, il m'a pris par les sentiments. La liberté. La liberté. Valeur importante pour toi. La liberté. Si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est parce que je suis libre. Sinon, j'aurais pas pu être là, même si j'étais cadre sub dans une entreprise avec un super poste. Je suis en train de travailler. Bien sûr. Et ça, moi, ça n'a pas de prix, encore une fois, d'être là. C'est clair. Pour toi, une connaissance d'enfance. Et ensuite de pouvoir partager bien sûr cette expérience-là. Et il m'a proposé ce job-là. Je suis parti rencontrer le directeur commercial, le directeur régional, etc. Mais il m'a dit, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu gères toi-même ton taf. Ok. Voilà. Et il m'a sorti une phrase qui reste gravée en moi.
plus tu travailles, plus tu as de l'argent. Et c'est le seul moteur aujourd'hui qui doit te stimuler, c'est l'argent dans ton travail. Finalement, il a su te manager. il a dit ce qu'il fallait. Pour moi, c'était le meilleur recruteur qu'on peut avoir, quoi. C'était un recruteur du groupe, c'était un tueur à gages. Je suis toujours en contact avec lui. Ok. Voilà, je suis parti lui rendre visite. Il est à Toulouse aujourd'hui. D'accord. Voilà, je pense qu'il sait que je parle de lui. Oui. Voilà, cet été. Et il m'a lancé dans la voie. Après, j'ai été formé dans le domaine, j'ai passé les habilitations. Ça a mis pas mal de temps. Et ensuite, la première année, compliqué. T'as quel âge justement cette première année? C'est à 10 ans. Ok. 27, 28 ans. 27, 28 ans. Indépendant, livré à soi-même. Qu'est-ce qui est compliqué à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui justement vivent ce que tu as vécu pendant cette année compliquée. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi en tant qu'indépendant? Se gérer. Avoir une petite voix derrière pour être motivé au quotidien sans avoir un manager derrière avec le petit coup de pouce. Allez, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles chercher, etc. Et c'est se gérer son agenda, remplir son agenda. Déjà dans un premier temps, remplir son agenda parce que on commence avec 0 client. Aujourd'hui, je touche du bois, j'en ai plus de 300. Mais travail acharné, et on commence avec 4 clients. L'année d'après, on est à 10 clients. L'année suivante, on est à 30 clients et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et c'est vraiment s'organiser, s'autogérer, se discipliner. Parce que quand on est livré à nous-mêmes, on est plus tenté d'aller jouer au foot à 27 ans, bien sûr, de sortir en boîte. Bien sûr. Que d'aller travailler pour prospecter, chercher du client, etc. Surtout que quand je me suis lancé dans le métier, c'était vraiment un métier de guerrier parce que parfois, il fallait faire 1h30 de route sur des rendez-vous qu'on achetait, qui nous coûtaient parfois un rendez-vous qualifié, qui pouvait nous coûter 400 € sur des plateformes de prospection, ça s'appelle des leads. Bien sûr, des leads entrants. Voilà, des leads entrants ou des rendez-vous qualifiés. Et je me déplaçais et j'avais des lapins. Waouh! Donc, c'est-à-dire que j'allais des fois, je sortais de l'Île-de-France, 1h30 de route aller, j'appelais le client quand j'arrive sur place, désolé, j'ai oublié le rendez-vous, il faut le repositionner, 1h30 retour, 3 heures, l'essence, c'est pour moi. Le rendez-vous, je peux me le faire rembourser, mais j'ai perdu 3 heures de ma vie, que je récupérerai jamais, avec lequel j'ai dû payer de l'essence. Et ça, c'était avant l'arrivée du Covid, parce que maintenant, tout est en visio, tout s'est digitalisé. Mais maintenant, c'est la zone de confort, et c'est un peu... En bourgeoisie, on n'a plus l'œil du tigre. Puisque quand on a commencé, le mec voulait dire faut que tu sortes de l'Île-de-France. Tu fasses 3 heures de route, t'arrives bredouille, t'as signé personne, t'as rien fait, t'as même pas vu le client. Et c'est là où le mindset intervient. C'est pas grave, je vais continuer. Et un jour, grâce à l'espoir, je vais rencontrer un client que j'ai rencontré un jour, à qui j'ai fait 7 ventes immobilières sur un client. Incroyable. Et ça, c'est quand la chance, un petit peu, rencontre le talent, qu'on est prêt. Parce que si on a de la chance, on n'est pas prêt, la chance elle passe. Ouais. Donc c'est vraiment toutes ces étoiles-là, toutes ces planètes qui s'alignent pour qu'on tombe sur la bonne personne et on fasse un strike le jour J. Donc voilà, faut on est convaincu qu'on est fait pour le métier qui nous passionne, il faut y rester. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Et un jour... comme on dit, les portes du paradis s'ouvriront. Mais il faut être convaincu de ce qu'on peut apporter aux gens et de la voie qu'on a choisie. Ok. Voilà. Je crois que tu as donné le mot-clé par rapport à cette période-là qui peut être difficile. Et le mot-clé, c'est le mot espoir. Ouais. C'est le fait de garder espoir dans ces périodes difficiles. Parce que si c'est fait pour nous, ça finira par payer avec la persévérance. Exactement. Par contre, ça sous-entend une autre question qui fait lien avec ce que tu as partagé tout à l'heure sur la notion de faut pas être bête non plus, il faut arrêter de persévérer quand on voit que c'est pas le bon chemin. Mais comment on peut savoir si c'est pas le bon chemin? Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué, mais c'est la règle des années. Ok. Si au bout de 5 ans, j'ai toujours 4 clients... c'est que c'est pas fait pour toi. Bon, ouais. Ok. Mais après, faut mais en fait, pas être trop gourmand trop vite. Ce qui est intéressant dans ce que tu partages là, c'est que ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'il y a la théorie de l'engagement qui rentre en ligne de compte. C'est que tu as dépensé 1 an, 2 ans, 3 ans d'investissement et d'énergie, et que même si ça marche pas, tu vas rester dans cette voie, peut-être par ego, certainement par erreur,
Mais au final, ça va être très difficile d'en sortir parce que tu vas te dire, en fait, j'ai investi tout ça. C'est très dur. Et donc, tu vois, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut analyser dans la vie, c'est le progrès. Ok. J'ai 4 clients, je suis passé à 10. J'ai pu convaincre 4 clients, j'ai pu convaincre 10 clients. Et j'ai analysé ce progrès-là. Mais quand c'est dans le sens inverse, ouais, faut vite tourner la page. Ok. Donc la régression, c'est l'ennemi en fait. Première année, on fait 4 clients. L'année d'après, on en fait 2. La troisième, on en fait 3. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Donc il faut un Et moment donné. L'environnement, pour moi, c'est... L'environnement, dans un environnement, parfois, il y a des gens qui parlent de crise ou autre. Dans les crises, il y a des opportunités. En période de croissance, il y a des opportunités aussi. Il faut juste être au bon endroit, au bon moment. Après, ça reste des prétextes. Moi, je n'ai jamais été l'homme des prétextes ou des excuses. Pour moi, je suis désolé du terme, les excuses, c'est pour les losers. Ok. Voilà. Faut toujours aller chercher la solution. C'est là où on voit les winners. Il y a toujours une solution. Les excuses, moi, les gens, viens, on va courir. Ouais, mais tu sais, non, mais ouvre la porte de chez toi, va courir. Tu réfléchiras après. Ouais, faut aller, faut avancer. Et l'action avant la réflexion. Un petit peu de réflexion quand même avant, mais à un moment donné, moi je dirais réflexion, prise de décision, action. Ok, ce serait ça. Et des fois, ça peut bloquer sur les 3 étapes. Réflexion, et les gens ils peuvent réfléchir toute leur vie, ils passent pas à l'action, il y a rien qui bouge. Réflexion, ok, d'accord, ok, nickel, bon c'est bon, j'ai réfléchi. Prise de décision, je sais pas, j'ai un blocage. Non, t'as réfléchi. Vas-y. Prise de décision, action. Et sur ces 3 étapes-là, réflexion, prise de décision, action. Des fois, il y a des années qui séparent ces étapes. Ouais, je comprends. Voilà. Et moi, par contre, réflexion. Alors ça, c'est grâce à l'expérience, mais c'est réflexion, prise de décision, action, ça peut être très très vite. Et c'est là où je gagne du temps et peut-être que je peux me ramasser, mais je rebondis très très vite. Okay. Parce que la vie est courte en soi. On ne sait pas de quoi il fait le lendemain. C'est clair. On est chanceux d'être là. Hein. C'est ça. De respirer, d'être là. Tout à fait. Tout à fait. Et toujours dans la même dynamique pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui démarrent et qui peut-être sont un peu en difficulté sur leur démarrage. Tu disais première année 4 clients, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant je sais comment tu les as trouvés, tu as des leads qualifiés qui te sont envoyés, toutefois il faut les convertir. Après sur les leads, c'est qu'en fait l'addiction aux leads doit être dégressive. D'accord. Parce qu'à fur et à mesure du temps, tu peux avoir les fonds pour développer un site internet, c'est ce que j'ai fait après plusieurs années, qui vont t'amener aussi du client qualifié. Okay. Le Google My Business qui est très important. Et la recommandation, c'est le nerf de la guerre. À un moment donné, moi aujourd'hui, j'ai 300 clients, je sais qu'ils sont actifs, qui sont mes fidèles ambassadeurs, que je remercie d'ailleurs, et qui me recommandent au quotidien, qui me ramènent des clients. Donc, on va utiliser les leads jusqu'à peut-être la 5e année où ton entreprise arrive à maturité. Okay. Et après, ça devient totalement dégressif. Là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de leads. Et j'ai des clients qui me sont recommandés, des clients qui viennent via Internet, via mon site Internet, via Google My Business. Voilà, via peut-être la vidéo qu'on est en train de faire ensemble, mais ça peut venir un petit peu de partout. J'ai des partenariats, comme je t'ai dit, avec des CSE, des comités d'entreprise. D'accord. Donc j'ai un petit peu des clients. Et puis je ne cherche pas à être totalement industrialisé, parce que j'aime bien toujours regarder ce côté artisanal, où je suis proche du client. Et aujourd'hui, quand on est victime de son succès, j'ai 1000 clients qui viennent d'un coup, je ne pourrais pas suivre. Et je veux pas suivre parce que je suis très bien là où je suis. Je ne suis pas un ambitieux maladif, je suis un ambitieux raisonné. Je gagne très 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 bien ma vie déjà en tant que gestionnaire de patrimoine, et l'objectif c'est vraiment d'avoir des clients de qualité qui me ressemblent, que je vais pouvoir accompagner sur du long terme et être à la hauteur de mes engagements, parce que si je me démultiplie et que j'ai 3 fois plus de clients, c'est impossible de suivre. Bien sûr. Donc après je suis obligé de me staffer, et les gens que je vais staffer, ça c'est encore un autre. Ça sera un autre sujet, exactement. Hein, c'est sur le management et la transmission de savoir. Exactement. J'aurais besoin peut-être de tes services aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Avant d'en arriver là et d'avoir réalisé tout ce que tu as magnifiquement bien réussi, bravo encore une fois. Hein, c'est assez impressionnant ton parcours. Merci, mais peut-être ce qui peut être intéressant, c'est ces 4 premiers clients que tu as réussi à avoir sur cette première année. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des trucs qui te sont arrivés? Une super belle anecdote. Allez, vas-y. Mon premier client. Allez, ton premier client, c'est premier amour. Oui, c'est vrai, quand t'es entrepreneur, tu te souviens toujours. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je me souviens de mon premier client, effectivement. Ouais. Et le mois prochain, on fête nos 10 ans ensemble. Extraordinaire. Voilà.
C'est une belle anecdote. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Restaurant, champagne. Ah ouais. Voilà, entre lui et moi pour célébrer. Donc, je pense que ce client-là se reconnaîtra, que je remercie d'ailleurs pour sa fidélité, que j'apprécie énormément, qui vient à la maison maintenant, parce que mon bureau, mes locaux sont aussi à mon domicile. J'ai fait une petite annexe dans mon domicile et qui vient chez moi comme je vais chez lui. J'entretiens une relation qui est très proche finalement. Très proche, super agréable. On a un peu dépassé les limites du professionnel. On est un peu dans l'extra-professionnel. Et je remercie et je salue d'ailleurs ce client qui se reconnaîtra. On va rester dans l'anonymat, bien sûr, encore une fois, bien sûr. Mais que j'apprécie énormément. Et on va fêter nos 10 ans le mois prochain. Ok. Voilà, super belle anecdote. Bah, c'est magnifique, effectivement. Voilà. Et peut-être nous raconter comment ça s'est passé la première fois. Comment tu as réussi à le signer? J'étais accompagné, j'étais en binôme. Ah, t'étais en binôme au départ. En binôme. Ok. Je remercie mon binôme d'ailleurs qui se reconnaîtra aussi. J'étais en binôme, première expérience. Et là, encore une fois, on absorbe. C'est le conseiller éponge. Ok. J'étais totalement en binôme. J'étais en binôme tout de même pendant 1 an quand même. On va pas voler de ses proposals. Donc les 4 premiers clients, j'étais en binôme avec mon ancien responsable de région. Okay. Que je salue et je remercie d'ailleurs pour toute la formation et l'engagement auprès de moi, et il sait aujourd'hui que je suis totalement reconnaissant à sa formation et son accompagnement, et j'étais en binôme, et voilà, après au bout de 3-4 ans, bien évidemment ce client, j'ai continué à l'accompagner seul. Voilà. D'accord, donc en fait l'avantage quand même que tu as eu, c'est que sur les 10-15 premiers clients, finalement, tu as été accompagné. Exactement. Très bon accompagnement. Pour pouvoir mettre le pied à l'étrier, pour pouvoir commencer à avancer. Et absorber aussi le métier, c'est très très important. Donc ça faisait partie de la politique aussi du groupement, ce qui était assez rassurant, on n'était pas livré à nous-mêmes. Bien sûr. Donc ça nous a permis de nous former. C'est comme si aujourd'hui on prenait des cours privés au football et on absorbait, on avait des conseils, etc. Et c'était super intéressant. Et ouais, c'est ça, c'est les 10 premiers clients que j'ai signés en binôme. Et après, bon, j'étais livré. Okay, et puis après, c'est parti. Voilà. Et d'ailleurs, c'était des gens qui étaient très très doués en relationnel. Les gens qui m'ont accompagné, très techniques dans le domaine aussi. Et voilà, je remercie, ils se reconnaîtront aussi. Voilà. Et aujourd'hui, alors donc plus de 300 clients, c'est ça? Plus de 300 clients, plus de 10 millions d'euros sous gestion en tout, tout confondu, tout type de dispositif, c'est-à-dire assurance vie, PER, loi Girardin, SCPI, en embarqué. Et ensuite en immobilier, je suis à plus de 100 investissements immobiliers. D'accord. Si on fait le calcul sur un panier moyen de 200 000 euros, je vais être à plus de 20-25 millions d'euros en chiffre d'affaires en immobilier. Ok. En 10 ans. Et je suis sur une moyenne de 20-30 ventes actées par an. Voilà. Eh ben. Voilà. Joli. Tu dirais que c'est grâce à quoi tout ça? Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu sais, on parle toujours du facteur X. Ton facteur X, ça a été quoi pour toi? Parce que je te sens très reconnaissant envers les autres. Mais si on devait parler de toi, Mon facteur X? Ouais, ton facteur X qui t'a permis d'en arriver là. C'est le partage. Ok. On en revient à ce que tu me partageais au départ sur ce qui t'anime finalement quand tu te lèves le matin. Aujourd'hui, les gens qui m'entourent, ils le savent. Ma maison est grande ouverte pour les amis. Mais pour pouvoir payer des barbecues à tout le monde, pour pouvoir aussi j'aide un petit peu ma famille au Liban. Okay. Voilà, quand je peux me le permettre. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde non plus. D'inviter les gens que j'aime au resto. Tout ça, c'est l'argent. Sans argent, j'invite personne en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est le partage en fait qui t'a... c'est ma source de motivation. Ok. Et mon premier cercle, c'est ma femme et... Mon premier cercle de motivation aujourd'hui, c'est ma femme et mon enfant, quoi. Voilà, j'ai un petit garçon de 3 ans et aujourd'hui, c'est le protéger, le couvrir, lui transmettre. Et ça, c'est une grosse source de motivation. Sauf que le petit, il a 3 ans et ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. Ouais. Donc je dirais, ma femme que j'ai rencontrée d'ailleurs au salon d'automobile de Paris quand j'étais commercial chez Lamborghini, qui m'a toujours accompagné, qui m'a suivi sur toutes mes démarches, qui m'a toujours mis en confiance. Et c'est très important parce qu'il y a une phrase qui dit derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça, je pense que cette phrase est vraie. Et c'est ma première source de motivation. J'ai deux grosses sources de motivation aujourd'hui, c'est ma femme et après ma mère. Voilà.
Et j'oublie pas mon père, je lui dois un petit peu tout ce mental. Parce que mon père a fait la guerre, c'est un ancien commando de l'armée libanaise Ok. que tu connais. Ouais. On sent que c'est quelqu'un de assez... Ouais. Voilà, c'est le mal alpha, comme on Ouais, dit. c'est clair. Et le côté mindset dur, il a été dur avec moi. J'ai été dur avec moi-même. Du coup, pour m'atteindre et m'affecter sur un échec ou autre, j'ai vécu pire. Donc, ça te crée un mindset d'acier, quoi. Et ma motivation, c'est ma femme et ma mère. Mon mindset, je lui dois à mon père. Ok. Voilà. Mon mindset, c'est mon père. Côté militaire. En fait, quand en business, on a le savoir et les compétences, et on a ce mindset de militaire. Pas grand chose qui peut t'arrêter. Ouais. Donc voilà, Je comprends. c'est un petit peu un tout en fait qui crée le personnage. Moi, j'ai un de mes amis, mais il m'avait dit, mais Fadi, s'il n'était pas Fadi, il serait pas là où il serait aujourd'hui, quoi. Ok. Voilà. Donc, bon. Ok, super. Alors ton métier aujourd'hui, parle-nous-en un petit peu plus. Et par exemple, moi, imagine comment est-ce que je peux travailler avec toi? Je suis entrepreneur ou je suis salarié, peu importe. Comment je peux bosser avec toi? T'es entrepreneur, je peux te donner des conseils aujourd'hui sur éventuellement. Je travaille aussi en 360 degrés avec des notaires et des experts comptables, des avocats fiscalistes. D'accord. Je peux donner des conseils sur les meilleurs statuts d'entreprise à Ok. mettre en place, surtout si en parallèle, tu as éventuellement du chômage, à être à l'IS ou à l'IR, voilà, sur des aspects un peu techniques sur les statuts juridiques de ta société, montage de holding aussi pour les entrepreneurs, les pactes du treuil pour les gens qui souhaitent aussi transmettre à leurs enfants. Je peux les accompagner sur ces sujets-là. Après, le salarié classique, c'est diminuer son impôt sur le revenu s'il paye de l'impôt sur le revenu, ou faire fructifier son argent parce qu'il n'est pas satisfait de son livret A, de son LDD. Il en a marre d'être à 3%, sachant qu'on est en dessous de l'inflation. Il veut vraiment aller chercher des placements qui sont plus rentables. Et sur ça, il est obligé d'aller attaquer des grosses sociétés de gestion, en gestion privée. Et c'est pour ça que moi, je donne accès un petit peu à tout le monde avec des tickets d'entrée à 1 000 €. Alors, ces tickets d'entrée à 1 000 €, c'est un réel privilège, un avantage. Parce qu'à un moment donné, les tickets d'entrée vont augmenter. Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai ouvert mon cabinet. J'ai des confrères à moi, les tickets d'entrée, c'est 50 000 €. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et à un moment donné, c'est ce que je dis, je serai obligé d'augmenter les tickets d'entrée pour avoir moins de contrats à gérer, sachant que je propose aujourd'hui le même suivi, le même accompagnement pour quelqu'un qui met en place 1 000 € que pour quelqu'un qui... J'ai des clients qui ont des centaines de milliers d'euros avec moi, quoi. Parce que qu'est-ce que ça change pour toi quand tu étais indépendant pour un groupe et quand tu as ouvert ton cabinet? C'est quoi la différence? C'est encore une autre étape de la vie professionnelle. Là, t'es vraiment, il y a zéro accompagnement. Tu dois passer encore des nouvelles habilitations, des nouvelles accréditations. Ah, ok, de nouvelles habilitations. Voilà, pour pouvoir ouvrir ton cabinet. Et ensuite, t'es totalement livré à toi-même. Ok. Là, alors qu'avant, tu avais un support quand même de formation, t'avais marketing. un support administratif, t'avais un support marketing. T'étais indépendant, mais sans vraiment l'être, mais t'étais libre, t'allais travailler quand tu voulais, donc t'étais à 70% libre. Là, t'es à 100% libre. Là, tu deviens, à mes 35 ans, je suis devenu vraiment un vrai chef d'entreprise. Voilà. J'étais indépendant entrepreneur, parce que j'étais à mon compte. Bien sûr. Pas totalement, mais j'ai su que c'était la voie que je voulais prendre. Et là, depuis 2 ans, là, je suis persuadé que je vais rester chef d'entreprise toute ma vie. Ça, c'est validé en tout cas. Voilà. Donc voilà. Et puis, on doit tout gérer nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai recruté une assistante il y a 1 an et demi, parce que le côté administratif, j'ai plus le temps pour le gérer, comme ça me permet de me consacrer totalement à mes clients, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et tu dirais que si j'interviewais tes clients, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Dynamique. Ouais. Pédagogue. Ok. Et disponible. Ok. Voilà. Sur le côté humain. Après, je ne vais pas dire. Oui, bien sûr. Après, sur le côté technique. Professionnel, parce que 100% des conseillers vont dire qu'ils sont professionnels. Bien sûr. Ça, je laisserai mes clients le juger. Mais voilà, toujours à l'affût des informations, toujours envie d'apprendre. Voilà, pour transmettre à mes clients. Et toujours dans le partage, du coup. Toujours dans le partage, hein, apprendre pour soi. Ça ne sert pas à grand chose. Enfin, si, ça peut nous cultiver, mais bon. La culture, c'est bien de la partager aussi. Bien sûr, ça la fait grandir. C'est ça. Et je crois d'ailleurs que ça coûte pas plus cher. Non. La partager, au contraire, je pense que ça peut nous enrichir d'une certaine manière. Exactement.
Ok, super. Donc en fait, si je comprends bien, toi, ta concurrence, c'est plutôt les banques, finalement. Les assureurs, les banques et les Ouais. autres CGP. Ok. Les CGP dans des groupements ou les CGP qui ont ouvert aussi leur cabinet. Là, je crois qu'on en compte 3000 environ en France. Ok. Donc, la concurrence est plutôt rude, mais après, comme on dit, qui même me suivent. Et justement, quand on en arrive là où tu en es aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu as plus de 300 clients. Tu te dis, prochain axe de développement pour toi, c'est quoi finalement? C'est de recruter, c'est ça? À partir de mes 40 ans, c'est un objectif court-moyen terme. C'est probablement de se staffer, quoi. D'être plus dans la transmission de savoir que dans le développement de la clientèle, quoi, du portefeuille. Donc, plus recruter, se staffer, transmettre. Et après, tous les nouveaux clients, bien évidemment, tous mes clients, je les garde parce que je leur ai promis d'être toujours à leur côté. Mais tous les nouveaux clients réorientés vers des conseillers que éventuellement je vais recruter. Mais ça demande une grosse réorganisation parce qu'il faut prendre des locaux, ils ne pourront pas venir chez moi. Bien sûr. Les locaux, c'est un coût. Petit à petit. Ok. Voilà, petit à petit. Bon, en tout cas, c'est ce que je te souhaite pour l'avenir. Hein. Ça, c'est de toute évidence. Peut-être ce qui peut être intéressant à me partager, c'est est-ce que tu as des modèles, des personnes que peut-être que tu connais ou que tu connais pas, mais qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé de loin. Alors j'ai bien compris que tu avais effectivement la source d'inspiration très très proche qui est ta famille, la source mindset qui est le papa. Mais est-ce que tu as des personnes que tu connais pas mais qui t'ont quand même inspiré? Mon grand-père. Ok. Mon grand-père, c'était le grand-père riche. Le père riche. Ah. Ouais. Ok. Il est parti en Arabie Saoudite assez très jeune. J'ai plus l'âge en tête. Il est resté 30 ans en Arabie Saoudite. D'accord. Il a travaillé, je crois qu'il était chauffagiste. Ok. Pour se retrouver, il avait un centre d'ameublement, 3 restaurants. Ah ouais. Société de bâtiment. Il travaillait directement avec la royauté d'Arabie Saoudite. D'accord. Donc, il m'a beaucoup éduqué financièrement. Ok. Il m'a beaucoup transmis. Et vraiment les sens du travail. Et il est parti de rien en plus. Il était très généreux. C'est ce que j'appréciais le plus en lui. Il a charbonné toute sa vie pour aider sa famille. C'est l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré toute ma vie. Et que son âme repose en paix maintenant. Il est décédé en 2018. Et c'est vraiment mon exemple. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai attribué son prénom à mon fils. D'accord. Voilà. Et c'est ma grosse source d'inspiration. Voilà, c'est mon exemple, c'est mon modèle, c'est mon mentor. Et puis voilà, j'espère un jour, quand je parle de réussite, il gérait 500 salariés. 500 salariés, d'accord. En Arabie Saoudite. Donc, ok, on parle pas de 500 clients là, on parle de 500 salariés. On parle de 500 salariés. Donc c'est vraiment une grosse fortune libanaise. Pour autant, il a fermé les portes financières à ma mère quand elle a voulu épouser mon père parce que c'est un militaire. D'accord. Et il voulait quelqu'un avec un statut pour sa fille. Okay. Avocat, médecin, architecte. Qu'il a regretté dans ses derniers moments. Il a dit, si je devais rechoisir, je te choisirais toi en tant que beau-fils, à mon père. Donc il s'est excusé quelques jours avant qu'il décède. Wow. Après 40 ans de mariage. Il était contre le mariage. Il voulait quelqu'un avec un statut. Il s'est dit, militaire, on cherche toujours la protection financière et sécuriser ses enfants. Bien sûr. Et mon grand-père, surtout au Liban, il pensait vraiment que sur l'aspect financier, pas sur l'aspect humain. C'est triste à dire, ça c'est le côté un peu négatif. Et il était contre ce mariage. C'est pour ça qu'il nous a jamais vraiment aidés. Il a beaucoup aidé ses 2 fils, parce que j'ai 2 oncles. Et puis voilà. Mais moi, ça a toujours été... Alors attention, il m'a aidé quand même. Il m'a payé mon permis de conduire au Liban, que j'ai traduit ici. Ok. Voilà. Et parfois, quand il venait en France, il me payait des voyages. Ça me faisait énormément de bien d'être avec lui. Mais le côté humain, au-delà de sa réussite, le côté homme, l'aide, sa générosité, c'était... voilà. C'était une très belle personne. Que son âme repose en paix maintenant.
Après, une autre idole en termes de travail, c'est Cristiano Ronaldo. Je pense qu'aujourd'hui, tu le sais, mais c'est la discipline, le travail, la rigueur, la constance, la répétition, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est un monstre de travail. Il travaille toujours d'ailleurs. Il travaille toujours, ouais. Et il continue de marquer des buts. Exactement. En Arabie Saoudite d'ailleurs. Je pense qu'il va atteindre les 1000 buts. Il est à combien là? Il doit être à 920 ou 930. Ah, peut-être que c'est un objectif pour lui, ouais, effectivement. 1000 buts, là tu rentres dans le Guinness, quoi. Bon, je crois qu'il y est déjà, avec tout ce qu'il a fait. Ouais, c'est sûr qu'il y est déjà. Déjà en Ligue des Champions, 17 buts, je pense que personne l'a fait, si je ne me trompe pas. Mais voilà, 2 idoles, mon grand-père et Cristiano Ronaldo. Ok. Ouais. Où tu te vois? Mon objectif ultime. Ouais. Qu'est-ce que tu Mon veux objectif ultime, c'est même pas un objectif ultime, je dirais que c'est un objectif réaliste en plus, parce que c'est même pas un rêve. Et c'est de pouvoir réunir tous les gens que j'aime pour une semaine de vacances dans une propriété qui m'appartient. Et c'est pour quand ça? Parce que visiblement c'est pas un rêve, c'est quelque chose de réaliste. Prochainement. 5 ans, 10 ans, quel horizon? Prochainement. Ouais, dans les prochaines années, je pense. Mais voilà, faut avoir des objectifs aussi. Bien sûr. Des objectifs court, moyen, long terme. Bien sûr. Mais voilà. Peut-être pour tes 40 ans finalement. Soit une villa, soit un yacht, mais voilà, de réunir tous les gens que j'aime pour kiffer. Encore une fois, grâce à la liberté de l'argent. Même si c'est pas ce qui m'obsède, parce que je fais les choses au quotidien. Si on est obsédé direct par l'objectif, on travaille même pas au quotidien, on pense qu'à l'objectif. Petit à petit, l'oiseau fera son nid, mais c'est vraiment toujours être entouré des gens que j'aime, d'être dans le partage et de mettre bien les gens qui m'entourent. Voilà, c'est important. Et surtout, faire profiter à mon fils, ça c'est très compliqué d'ailleurs, lui transmettre ce mental. Parce qu'il n'est pas du tout dans les mêmes conditions, dans le même environnement que moi. Il n'a pas grandi dans le même environnement que moi. C'est vrai. Et lui transmettre ce mental-là, ça va être un vrai défi, un vrai challenge. Mais de le protéger en tout cas, financièrement, en parallèle, lui transmettre la valeur de l'argent. Voilà, pas trop le gâter parce que ça peut le pourrir. Ouais. Et puis voilà. Je pense que c'est ce qui est important. Et après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci encore, Fadi. Merci à toi, Mickaël, pour l'invitation. C'était chouette.